Par ici, messire Tristan. Le prêtre dit que nous la trouverons au trou aux rats. Le bruit des chevaux recommença. La recluse se dressa debout avec un cri désespéré. Sauve-toi! Sauve-toi, mon enfant! Tout me revient. Tu as raison, c'est ta mort. Horreur, malédiction, sauve-toi! Elle mit la tête à la lucarne et la retira vite. Reste, dit-elle d'une voix basse, brève et lugubre, en serrant convulsivement la main de l'égyptienne, plus morte que vive. Reste, ne souffle pas. Il y a des soldats partout. Tu ne peux sortir. Il fait trop de jour. Ses yeux étaient secs et brûlants. Elle resta un moment sans parler. Seulement, elle marchait à grands pas dans la cellule et s'arrêtait par intervalles pour s'arracher des poignées de cheveux gris qu'elle déchirait ensuite avec ses dents. Tout à coup, elle dit « Ils approchent. Je vais leur parler. Cache-toi dans ce coin. Ils ne te verront pas. Je leur dirai que tu t'es échappé, que je t'ai lâché, ma foi. » Elle posa sa fille, car elle la portait toujours dans un angle de la cellule qu'on ne voyait pas du dehors. Elle l'accroupit, l'arrangea soigneusement de manière que ni son pied, ni sa main ne dépassent l'ombre, lui dénoua ses cheveux noirs qu'elle répandit sur sa robe blanche pour la masquer, mit devant elle sa cruche et son pavé, les seuls meubles qu'elle eut, s'imaginant que cette cruche et ce pavé la cacheraient. Et quand ce fut fini, plus tranquille, elle se mit à genoux et pria. Le jour, qui ne faisait que de poindre, laissait encore beaucoup de ténèbres dans le trou aux rats. En cet instant, la voix du prêtre, cette voix infernale, passa très près de la cellule en criant « Par ici, capitaine Phébus de Château-Perse !» À ce nom, à cette voix, Esmeralda, tapie dans son coin, fit un mouvement. « Ne bouge pas !» dit Gudule. Elle achevait à peine qu'un tumulte d'hommes, d'épées et de chevaux s'arrêta autour de la cellule. La mère se leva bien vite et s'alla poster devant la lucarne pour la boucher. Elle vit une grande troupe d'hommes armés de pied et de cheval, rangés sur la grève. Celui qui les commandait mit pied à terre et vint vers elle. « La vieille, dit cet homme, qui avait une figure atroce, nous cherchons une sorcière pour la pendre. On nous a dit que tu l'avais. » La pauvre mère prit l'air le plus indifférent qu'elle put et répondit. « Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. » L'autre reprit. « Tête Dieu, que chantait donc cet effaré d'archidiacre? Où est-il » ? « Monseigneur, dit un soldat, il a disparu. »« Or ça, la vieille folle, repartit le commandant. Ne me mens pas, on t'a donné une sorcière à garder. Qu'en as-tu fait » La recluse ne voulut pas tout nier, de peur d'éveiller des soupçons, et répondit d'un accent sincère et bourru. « Ah, si vous parlez d'une grande jeune fille qu'on m'a accrochée aux mains tout à l'heure, je vous dirai qu'elle m'a mordu et que je l'ai lâchée. Voilà, laissez-moi en repos. » Le commandant fit une grimace désappointée. « Ne va pas me mentir, vieux spectre, reprit-il. Je m'appelle Tristan l'Hermite, et je suis le compère du roi. Tristan l'Hermite, entends-tu » il ajouta en regardant la place de grève autour de lui. « C'est un nom qui a de l'écho ici. »« Hein, vous seriez Satan l'Hermite, répliqua Gudule, qui reprenait espoir, que je n'aurais pas autre chose à vous dire et que je n'aurais pas peur de vous. »« Aide Dieu, dit Tristan, voilà une commère. J'ai bonne envie de laisser là cette sorcière et te pendre toi. Un quart d'heure de questions te tirera peut-être la vérité du gosier. Allons, tu vas nous suivre. » Elle saisit ses paroles avec avidité. « Comme vous voudrez, monseigneur, faites, faites. La question, je veux bien. Emmenez-moi. Vite, vite, partons tout de suite. » Pendant ce temps-là, pensait-elle, ma fille se sauvera. « Mordieu, dit le prévôt. Quel appétit du chevalet. Je ne comprends rien à cette folle. » Un vieux sergent du guet, à tête grise, sortit des rangs et s'adressant au prévôt. « Folle en effet, monseigneur. Si elle a lâché l'Égyptienne, ce n'est pas de sa faute, car elle n'aime pas les Égyptiennes. Voilà 15 ans que je fais le guet et que je l'entends tous les soirs maugréer les femmes bohèmes avec des exécrations sans fin. Si celle que nous poursuivons est, comme je le crois, la petite danseuse de la chèvre, elle déteste celle-là surtout. » Gudule fit un effort et dit « Hey, celle-là surtout !» Le témoignage unanime des hommes du guet confirma au prévôt les paroles du vieux sergent. Tristan l'Hermite, désespérant de ne rien tirer de la recluse, lui tourna le dos, et elle le vit avec une anxiété inexprimable se diriger lentement vers son cheval. « Allons, disait-il entre ses dents, en route, remettons-nous à l'enquête. Je ne dormirai pas que l'Égyptienne ne soit pendue. » Cependant, il hésita encore quelque temps avant de monter à cheval. Gudule
palpitait entre la vie et la mort en le voyant promener autour de la place, cette mine inquiète d'un chien de chasse qui sent près de lui le gîte de la bête et résiste à s'éloigner. Enfin, il secoua la tête et sauta en selle. Le cœur si horriblement comprimé de Gudule se dilata, et elle dit à voix basse, en jetant un coup d'œil sur sa fille qu'elle n'avait pas encore osé regarder depuis qu'ils étaient là, « Sauvé !» La pauvre enfant était restée tout ce temps dans son coin, sans souffler, sans remuer, avec l'idée de la mort, debout devant elle. Elle n'avait rien perdu de la scène entre Gudule et Tristan. Et chacune des angoisses de sa mère avait retenti en elle. Elle avait entendu tous les craquements successifs du fil qui la tenait suspendue sur le gouffre. Elle avait cru 20 fois le voir se briser, et commençait enfin à respirer et à se sentir le pied en terre ferme. En ce moment, elle entendit une voix qui disait au prévôt : « Corbeuf, monsieur le prévôt, ce n'est pas mon affaire à moi, homme d'armes, de pendre les sorcières. Je vous laisse besogner tout seul. Vous trouverez bon que j'aille rejoindre ma compagnie pour ce qu'elle est sans capitaine. » Cette voix, c'était celle de Phébus de Châteaupers. Ce qui se passa en elle est ineffable. Il était donc là, son ami, son protecteur, son appui, son asile, son Phébus. Elle se leva, et avant que sa mère eût pu l'en empêcher, elle s'était jetée à la lucarne en criant : « Phébus, à moi, mon Phébus !» Phébus n'y était plus. Il venait de tourner au galop l'angle de la rue de la Courtellerie. Mais Tristan n'était pas encore parti. La recluse se précipita sur sa fille avec un rugissement. Elle la retira violemment en arrière en lui enfonçant ses ongles dans le cou. Une mère tigresse n'y regarde pas de plus près. Mais il était trop tard. Tristan avait vu. « Hé hé !» s'écria-t-il avec un rire qui déchaussait toutes ses dents et faisait ressembler sa figure au museau d'un loup. « 2 souris dans la souricière ! Allons, ajouta-t-il. Où est Henri et cousin ? » Un homme qui n'avait ni le vêtement ni la mine des soldats sortit de leur rang. Il portait un costume gris et brun, les cheveux plats, les manches de cuir et un paquet de cordes à sa grosse main. Cet homme accompagnait toujours Tristan, qui accompagnait toujours Louis XI. « L'ami, dit Tristan l'ermite, je présume que voilà la sorcière que nous cherchions. Tu vas me pendre cela. As-tu ton échelle ? » « Ah, il y en a une là sous le hangar de la maison au pilier, répondit l'homme. « Est-ce à cette justice-là que nous ferons la chose ? Poursuivit-il en montrant le gibet de pierre. « Oui. »« Oh hé !» reprit l'homme avec un gros rire, plus bestial encore que celui du prévôt. « Nous n'aurons pas beaucoup de chemin à faire. »« Dépêche, dit Tristan, tu riras après. » Cependant, depuis que Tristan avait vu sa fille et que tout espoir était perdu, la recluse n'avait pas encore dit une parole. Elle avait jeté la pauvre égyptienne à demi-morte dans le coin du caveau et s'était replacée à la lucarne, ses 2 mains appuyées à l'angle de l'entablement comme 2 griffes. Dans cette attitude, on la voyait promener intrépidement sur tous ses soldats son regard qui était redevenu fauve et insensé. Au moment où Henri et cousin s'approcha de la loge, elle lui fit une figure tellement sauvage qu'il recula. « Monseigneur, demanda-t-il, par où entrer ? » ?»« Eh bien, par la porte. »« Ah oui, mais il n'y en a pas. »« Eh bien, par la fenêtre. »« Oui, mais elle est trop étroite. »« Eh bien, élargis-la, dit Tristan avec colère. »« N'as-tu pas des pioches ?» Du fond de son antre, la mère, toujours en arrêt, regardait. Elle n'espérait plus rien. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait. Mais elle ne voulait pas qu'on lui prît sa fille. Henri et cousin alla chercher la caisse d'outils des basses œuvres sous le hangar de la maison au pilier. Il en retira aussi la double échelle qu'il appliqua sur le champ au gibet. 5 ou 6 hommes de la prévôté s'armèrent de pics et de leviers, et Tristan se dirigea avec eux vers la lucarne. « La vieille, dit le prévôt d'un ton sévère, livre-nous cette fille de bonne grâce. » Elle le regarda comme quand on ne comprend pas. « Tête Dieu, reprit Tristan, qu'as-tu donc à empêcher cette sorcière d'être pendue comme il plaît au roi ?» La misérable se mit à rire, de son rire farouche. « C'est que j'y ai ? C'est ma fille !» L'accent dont elle prononça ce mot fit frissonner jusqu'à Henri et cousin lui-même. « J'en suis fâché, repartit le prévôt, mais c'est le bon plaisir du roi. » Elle cria, en redoublant son rire terrible. « Qu'est-ce que cela me fait, ton roi ? Je te dis que c'est ma fille !»« Allez, percez le mur, dit Tristan. » La recluse était allée s'asseoir près de sa fille, la couvrant de son corps devant elle, l'œil fixe, écoutant la pauvre enfant qui ne bougeait pas et qui murmurait à voix basse, pour toute parole, « Phébus, Phébus !» À mesure que le travail des démolisseurs semblait s'avancer, la mère se reculait machinalement et serrait de plus en plus la jeune fille contre le mur. Tout à coup, la recluse vit la pierre.
car elle faisait sentinelle et ne la quittait pas du regard, s'ébranler, et elle entendit la voix de Tristan qui encourageait les travailleurs. Alors, elle sortit de l'affaissement où elle était tombée depuis quelques instants et s'écria « Approche un peu me prendre ma fille. Est-ce que tu ne comprends pas que cette femme te dit que c'est sa fille? Sais-tu ce que c'est qu'un enfant qu'on a ?» « Mettez bas la pierre, dit Tristan. Elle ne tient plus. » Les leviers soulevèrent la lourde assise. C'était, nous l'avons dit, le dernier rempart de la mer. Elle se jeta dessus. Elle voulut la retenir. Elle égratigna la pierre avec ses ongles, mais le bloc massif, mis en mouvement par 6 hommes, lui échappa et glissa doucement jusqu'à terre le long des leviers de fer. Quand la recluse vit cela, elle se dressa brusquement sur les genoux, écarta ses cheveux de son visage, puis laissa retomber ses mains maigres et écorchées sur ses cuisses. Alors, de grosses larmes sortirent une à une de ses yeux. Elles descendaient par une ride le long de ses joues, comme un torrent par le lit qui s'est creusé. En même temps, elle se mit à parler, mais d'une voix si suppliante, si douce, si soumise et si poignante, qu'à l'entour de Tristan, plus d'un vieil argousin qui aurait mangé de la chair humaine se serait essuyé les yeux. Nous n'essaierons pas de donner une idée de son geste, de son accent, des larmes qu'elle buvait en parlant, des mains qu'elle joignait et puis tordait, des sourires navrants, des regards noyés, des gémissements, des soupirs, des cris misérables et saisissants, qu'elle mêlait à ses paroles désordonnées, folles et décousues. Quand elle se tut, Tristan l'ermite fronça le sourcil, mais c'était pour cacher une larme qui roulait dans son œil de tigre. Il surmonta pourtant cette faiblesse et dit d'un ton bref « Le roi le veut !» Puis il se pencha à l'oreille d'Henri et Cousin et lui dit tout bas « Allez, finis vite !» Le redoutable prévôt sentait peut-être le cœur lui manquer à lui aussi. Le bourreau et les sergents entrèrent dans la logette. La mère ne fit aucune résistance, seulement elle se traîna vers sa fille et se jeta à corps perdu sur elle. L'Égyptienne vit les soldats s'approcher. L'horreur de la mort la ranima. « Ma mère !» cria-t-elle avec un inexprimable accent de tristesse. « Ma mère, ils viennent, défendez-moi !»« Oui, mon amour, je te défends, répondit la mère d'une voix éteinte. Et la serrant étroitement dans ses bras, elle la couvrit de baisers. Toutes deux, ainsi à terre, la mère sur la fille, faisaient un spectacle digne de pitié. Henriet Cousin prit la jeune fille par le milieu du corps, sous ses belles épaules. Quand elle sentit cette main, elle fit « et s'évanouit. Le bourreau, qui laissait tomber goutte à goutte de grosses larmes sur elle, voulut l'enlever dans ses bras. Il essaya de détacher la mère, qui avait pour ainsi dire noué ses 2 mains autour de la ceinture de sa fille, mais elle était si puissamment cramponnée à son enfant qu'il fut impossible de l'en séparer. Henriet Cousin alors traîna la jeune fille hors de la loge, et la mère après elle. La mère aussi tenait ses yeux fermés. Le soleil se levait en ce moment, et il y avait déjà sur la place un assez bon amas de peuple qui regardait à distance ce qu'on traînait ainsi sur le pavé vers le gibet, car c'était la mode du prévôt Tristan aux exécutions. Il avait la manie d'empêcher les curieux d'approcher. Il n'y avait personne aux fenêtres. On voyait seulement de loin, au sommet de celle des tours de Notre-Dame qui domine la grève, 2 hommes, détachés en noir, sur le ciel clair du matin qui semblait regarder. Henriet Cousin s'arrêta avec ce qu'il traînait au pied de la fatale échelle, et respirant à peine, tant la chose l'apitoyait, il passa la corde autour du cou adorable de la jeune fille. La malheureuse enfant sentit l'horrible attouchement du chanvre. Elle souleva ses paupières et vit le bras décharné du gibet de pierre étendu au-dessus de sa tête. Alors elle se secoua et cria d'une voix haute et déchirante « Non, non, je ne veux pas !» La mère, dont la tête était enfuie et perdue sous les vêtements de sa fille, ne dit pas une parole. Seulement, on vit frémir tout son corps et l'on entendit redoubler ses baisers sur son enfant. Le bourreau profita de ce moment pour dénouer vivement les bras dont elle étreignait la condamnée. Soit épuisement, soit désespoir, elle le laissa faire. Alors, il prit la jeune fille sur son épaule, d'où la charmante créature retombait gracieusement pliée en 2 sur sa large tête. Puis, il mit le pied sur l'échelle pour monter. En ce moment, la mère, accroupie sur le pavé, ouvrit tout à fait les yeux. Sans jeter un cri, elle se redressa avec une expression terrible. Puis, comme une bête sur sa proie, elle se jeta sur la main du bourreau et le mordit. Ce fut un éclair. Le bourreau hurla de douleur. On accourut. On retira avec peine sa main sanglante d'entre les dents de la mère. Elle gardait un profond silence.
On la repoussa assez brutalement, et l'on remarqua que sa tête retombait lourdement sur le pavé. On la releva, elle se laissa de nouveau retomber. C'est qu'elle était morte. Le bourreau, qui n'avait pas lâché la jeune fille, se remit à monter l'échelle.